Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, c'est la seconde partie de Soir d'Info. Nous recevons pour cette seconde partie donc le doyen Pape Samba Kane, journaliste, auteur. Monsieur Kane, bonsoir. Bonsoir Barthélémy. Alors aujourd'hui, le secteur de la presse dans sa globalité traverse des moments difficiles. Vous êtes professionnel des médias. Vous avez d'ailleurs écrit pas mal d'ouvrages. Le dernier ouvrage que vous avez publié est intitulé « Les pages sombres de la presse ». En fait, ce n'est pas le dernier ouvrage. Ça fait partie de mes 3 premiers. Oui. Chérif m'avait demandé de l'amener. Je croyais que c'est avec lui que j'allais travailler. Voilà. D'accord. Paru en 2009. 2009. Oui, les pages sombres de l'histoire. Aujourd'hui. Déjà. Oui. Et aujourd'hui, on a l'impression que la presse, justement, est en train de traverser des pages très sombres. Absolument. Au regard de la situation qui se passe aujourd'hui avec le fisc, on a envie de se poser la question de savoir où va la presse sénégalaise. Avez-vous une réponse à cette interrogation? Non, vraiment non, parce qu'en 2009 déjà, ce livre s'interrogeait beaucoup sur où allait la presse sénégalaise, et là où on en est arrivé aujourd'hui, sans prétention, j'avais craint, et ça a été dit de façon assez claire, que si nous ne faisons pas attention, nous allons vers une impasse. Et je crois qu'aujourd'hui, on en est assez proche. Mais c'était pour des raisons autres que ce qui fait l'actualité aujourd'hui, et qui est cette pression économique sur la presse qui a déjà été amenée par la concurrence que les nouveaux médias, les médias sociaux, Internet, etc. ont amené. Mais je reviens pour quand même après arriver à cette actualité qui, pour la comprendre, demande quand même un certain recul. Et je crois que cet ouvrage nous offre un prétexte pour faire un peu ce recul-là. Je crois que si la presse en est arrivée aujourd'hui à ce niveau où un gouvernement, un chef de gouvernement estime qu'il peut l'attaquer de front comme ça, il y a effectivement certainement du tempérament de ce régime, mais il y a aussi de la façon dont la presse se tient. Les Wolofs disent Bouki bu ñemee ponkal ci doxin wala. Et ça a été ma préoccupation régulièrement, et surtout quand j'écrivais ce livre, ayant une tenue qui permette d'être respecté. De façon générale, quelle lecture faites-vous de la situation aujourd'hui? Aujourd'hui, si on veut serrer sur l'actualité, ce qui se passe, il y a... Sur le fisc, les entreprises ce qui se passe, c'est que les entreprises de presse... Par la fiscalité. Qui sont structurellement déficitaires, je peux en parler. Je connais presque tous les modèles économiques qui ont été essayés ici. La période pionnière, le politicien, volontarisme d'un homme qui vient avec ses idéaux et ses ambitions. Après nous, Sud, Témoin, Walfadjri, le Cafard libéré, un peu plus structuré que les aînés, avec des sociétés dûment constituées, mais de différents niveaux d'organisation. Je chahute toujours, je dis nos Cafard libérés ont été une sorte d'armée mexicaine. C'est-à-dire c'était une communauté de journalistes où les pouvoirs n'étaient pas hiérarchisés de façon formelle, où nous travaillions même dans la société qu'on avait fondée. Les gens étaient à part égale, la plupart. Un seul, le plus jeune parmi nous, avait 10%. Tous les autres avaient 13 ou 14%. Et les discussions ne se tranchaient que par la majorité. J'ai connu ça. Après ça, j'ai connu l'association en tirant des leçons de ce que Sud, par exemple, avait fait en ouvrant son capital à d'autres gens que des journalistes. Moi, je suis allé m'associer avec des hommes d'affaires en 2 occasions pour créer des quotidiens. Le matin, l'Info 7. J'ai connu des difficultés comme ceux que nous avions connus au Cafard et qui m'avaient fait tenter l'aventure avec les hommes d'affaires. J'ai vu les limites. Youssou Ndour, votre patron, fait partie des gens avec qui je me suis associé pour créer le groupe Comme 7. C'est moi qui ai créé l'idée du groupe Comme 7. Et je l'ai dirigé, en tout cas j'ai dirigé le quotidien, Adama Sow, la radio, etc. jusqu'à ce que j'en parte, connaissant aussi les limites. C'était la deuxième expérience. La première expérience, c'était avec Le Matin. Oui. Et la dernière expérience, c'est tiens, tout cela ne marche pas. Je vais essayer de voler de mes propres ailes, moi-même, seul, sans être associé avec des confrères qui connaissent le métier comme moi, mais j'ai connu des limites du Cafard, sans être associé avec des hommes d'affaires. Je vais être libre et voler de mes propres ailes. Là aussi, ça s'est cassé la gueule
au bout de 2 ans. Donc je connais un peu toutes Vous avez les franchi pas mal d'obstacles. Les ATD, les machins, les cotisations à l'IPRES, aller les négocier en échange de marchandises, faire de la publicité pour l'IPRES, etc. J'y pensais ce matin. Si l'autorité politique indexe la presse comme une sorte d'adversaire, non seulement en lui mettant le couteau sur la gorge pour une affaire d'impôt, pour une affaire d'impôt, non seulement déjà il lui met une pression économique directe, mais même indirecte. C'est-à-dire la marge que nous avions pour aller voir le directeur de l'IPRES, par exemple, négocier avec lui, sachant qu'on avait tellement d'arriérés que c'est sûr que si on ne fait pas attention, on ne cotisera pas pour nous qui travaillons pour nous-mêmes. Et l'accueil qu'il avait vis-à-vis de nous, mais c'était parce que l'ambiance politique, le pouvoir politique en place avait un regard bienveillant sur la presse. Mais aujourd'hui, j'imagine qu'avec des ATD, des déclarations communatoires, etc., je doute que les patrons de presse, moi je suis reposé un peu de ça maintenant, c'est très compliqué, je doute qu'ils aient de la marge de manœuvre avec les directeurs des sociétés, avec qui ils ont des conventions. J'ai appris même que les conventions ont été annulées. Oui. Cette pression-là, elle est inutile parce que la presse est le poumon de la démocratie. Le quatrième pouvoir, comme on a l'habitude de dire. Et c'est ça qui fait peur au pouvoir. Je dis, dans aucun pays au monde, vous ne trouverez un gouvernement qui ait intérêt à ce qu'il y ait une presse forte, influente, crédible. C'est justement là où cette presse pourra jouer son rôle de quatrième pouvoir. Or, je reviens encore au Wolof, nguur dafa fiir. Oui, mais presse libre aussi, à la limite, c'est un baromètre de la démocratie. C'est ce que j'allais dire. Nous sommes en démocratie. J'ai déjà dit que nous étions le poumon de la démocratie. Nous sommes les animateurs de cette démocratie. Je prends toujours, comme exemple, le pouvoir socialiste. Je suis persuadé, moi, que c'est une compréhension claire, précise et intelligente du rôle de la presse et de comment il peut s'appuyer sur la presse comme d'un mal nécessaire, comme une vague sur laquelle un surfeur marche pour gagner. Je le dis comme ça. Je l'écrirai d'ailleurs précisément dans un projet sur lequel je travaille. Abdou Diouf a gagné un prolongement de son pouvoir. Tiens-toi bien, Edouard, de mon point de vue, de 1988. Après cette crise énorme où au soir d'une élection, on a pris l'opposant principal, arrivé deuxième à l'élection, pour le mettre en prison, décréter l'état d'urgence, etc. Abdoulaye Wade. Et puis après, je crois que le Parti socialiste, et ça je l'ai vécu d'assez près, sans entrer dans les détails, a pu mesurer quel parti il pouvait tirer de ce que la presse qui avait été le Cafard Libéré, Sud, Walfadjri, dont j'ai parlé tout à l'heure, et les Témoins, les 4 mousquetaires, s'était créé entre 1987 et 1988. C'était devenu des hebdomadaires qui sortaient régulièrement, qui étaient organisés entre juste depuis un an. Quand ils ont vu ce que cette presse-là pouvait apporter comme influence dans la compréhension, dans l'appréhension des questions politiques et de gouvernance, ils se sont dit qu'il y avait ça et il y avait aussi l'idée que dans le monde entier, le Sénégal était considéré comme un pays démocratique. Maintenant, les temps ont changé. Parce qu'il y avait la presse. Oui. Ce n'était pas parce qu'il y avait des partis politiques. C'était parce que la presse qui était la vitrine de la démocratie sénégalaise, c'est comme ça qu'on le disait. Une presse qui jouait son rôle librement. Ici et à l'étranger, ce qu'on disait, la presse a fait que le Sénégal était la vitrine de la démocratie. Maintenant, les temps ont changé. On a en face un nouveau régime qui, peut-être, à la limite, entre guillemets, voit d'un autre œil la presse. Aujourd'hui, que pratiquement les organes de presse, les entreprises de presse subissent cette pression fiscale, aujourd'hui, où est-ce que vous situez la responsabilité de tout cela? On en est tous d'accord. Ce round-up que je fais, ce flashback, il n'est pas destiné à nous autres journalistes. Tout ce que je dis, mes confrères le savent. C'est au régime actuel à comprendre le parti qu'il peut tirer d'une presse forte, équilibrée, animée, bien animée. Ce qui arrive aujourd'hui part d'une incompréhension du rôle de la presse, des bénéfices qu'un pouvoir politique
dans un pays démocratique, tant que ce pays restera un pays démocratique, la presse devra jouer un rôle central dans l'image du pays et dans l'animation de sa vie politique. Sans la presse, les élections ne seraient pas aussi transparentes qu'elles le sont. Depuis 2000, on en a la conviction, on le dit partout, tout le monde le sait. Avec l'avènement des nouveaux moyens de communication, devant les bureaux de vote, chacun sait ce qui se passe à la minute, d'après la minute. Et puis, à la fin, on rentre chez nous, avant même la proclamation. Oui, la presse a joué un rôle important dans les différentes alternances. Alors, venir mettre le couteau à la gorge, sur la gorge comme ça de la presse, sous prétexte de redevances fiscales, dans lesquelles d'ailleurs on parle de 43 milliards, si je ne me trompe pas sur le chiffre. Mais la presse privée, qui est la cible évidente de cette offensive, mais elle doit 7 milliards. Tout le reste est dû par la RTS, les médias publics, Le Soleil et l'APS, les médias d'État. Donc l'État, quand il parle de fraude fiscale, de fraude fiscale, mais cible plus ces organes-là, certainement, que la presse privée qui doit 7 milliards. Quand on dit 43 milliards sans expliquer aux gens le détail, les Sénégalais disent quand même, pourquoi ces journalistes devraient nous coûter 43 milliards. D'abord, ça, c'est d'un. Mais je crois qu'il faut surtout, Barthélémy, faire comprendre à tout le monde, aussi bien à l'État qu'à nous autres animateurs de la presse, qu'il y a des soucis particuliers que la presse vit qui ne sont pas les mêmes que l'entreprise de boulangerie ou de fabrique de confiserie, etc. Ce n'est pas la même comptabilité. J'avais l'habitude de chahuter avec Sader, je le salue, qui était le gestionnaire du groupe Comset dont j'ai parlé tout à l'heure, en disant dans vos grandes écoles là où on vous forme, je crois qu'on devrait créer des sections pour former des gens spécifiquement à gérer la presse. Au Sénégal et dans beaucoup de pays africains, et y compris même dans certains pays développés, la presse est structurellement déficitaire. Quand quelqu'un a des problèmes pour payer les salaires de Barthélémy, écoute, les peanuts que représente sa dette fiscale pour l'État ne peuvent pas être prioritaires sur le salaire, les charges quotidiennes d'un travailleur qui a une famille. Donc, l'entreprise, elle paye le salaire. Les cotisations, effectivement, sur le papier, sont défalquées, mais elles ne sont même pas données à l'IPRES. Justement, c'est là où se situe le problème. Parce qu'au bulletin de salaire, où tu vois, toutes les cotisations sont défalquées, mais à l'arrivée... C'est le caractère structurellement déficitaire qui fait qu'en priorisant tous les mois le paiement des salaires, puis l'achat des intrants qui permettent de fabriquer le journal, le papier, etc., ou de payer les techniciens, ou de payer des producteurs, etc., pour que la télé que j'ai puisse être animée, ces obligations-là qui sont prioritaires sur des dettes, une dette fiscale qu'on est sûr que demain on ira négocier, parce que c'est quand même la tradition. Oui, je voulais en venir là, puisque c'est quand même la tradition. Les patrons de presse même ont la possibilité d'aller négocier. C'est quand même la tradition dans ce pays d'aller négocier, même pour d'autres entreprises que la presse. Et pour la presse, c'est presque une tradition, parfois, régulièrement, d'avoir des amnisties fiscales. Et donc, je ne crois pas que l'approche soit de payer ou mourir. Je vois beaucoup de gens, des gens très structurés, qu'on interroge sur cette question et qui confortablement s'adossent à la loi. Genre, des impôts, ça doit se payer. Je suis d'accord. Mais des impôts, ça doit se payer. Un homme, ça doit manger tous les jours. Mais s'il n'a pas à manger, il ne mangera pas. Absolument. Si les gens n'ont pas les moyens, ce n'est pas parce qu'ils peuvent. Il y a vraiment, je crois que cette question-là, on doit la débattre à fond. Et il faut quand même rendre hommage aux journalistes et aux associations de presse. La CAP, par exemple, ils m'ont coopté pour faire partie du comité scientifique des assises de la presse. Je crois que samedi prochain, on a notre dernière rencontre autour du rapport qui va être fait. Il y a beaucoup d'efforts ont été faits pour comprendre la situation, proposer des solutions, etc. Mais du point de vue
D'un point de vue personnel, je crois que on ne peut pas compter, pour ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le pouvoir pour nous faire des faveurs. Je l'ai dit tout à l'heure, aucun pouvoir au monde n'a intérêt à avoir une presse forte et crédible. C'est nous qui devons trouver les moyens d'être forts. Il y a beaucoup de pistes de réflexion. Je crois que le parcours que j'ai raconté tout à l'heure entre le Cafard Libéré et Taxi le journal m'a fait comprendre une chose. Si vous n'avez... Le moins vous avez à perdre économiquement, plus vous êtes fort quand vous êtes journaliste devant l'État. Parce que j'ai entendu votre patron, Biran Nour, dire l'autre jour, on a payé, si je ne me trompe, 1,8 milliard et il reste à payer, c'est ça qu'on négocie. Je crois que ces sommes-là, quand elles sont en jeu, peuvent quand même peser sur la balance de façon à ce que les journalistes réfléchissent un peu puisque l'État met la pression, etc. Et c'est ça là où je dis que peut-être pour l'avenir, peut-être pour ceux qui peuvent le faire maintenant. Et je vais revenir sur Stade et Lambadji et Sunulamb qui ont arrêté sur le faux même, tu me le rappelles. Je crois que si on s'organise de façon à ne pas prêter le flanc par des structures extrêmement importantes sur le plan économique, il faut trouver des formules de holding où peut-être votre président ne serait pas à la merci économiquement d'un État parce que l'observateur changer de paradigme. On parle de coopérative, etc. Je crois qu'il y a des formules, il y a des documents dans l'acte uniforme de l'OHADA qui organise les coopératives. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, quand j'ai lu ça, j'ai regardé, les coopératives sont sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, mais rien n'empêche aujourd'hui un groupe de journalistes de se constituer en coopérative et de créer leur journal et de ne pas être soumis au régime fiscal auquel, en tant qu'entreprise SARL ou SA, nous sommes soumis. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir aussi, parce que si on compte sur quelqu'un d'autre pour nous sauver la vie, ça peut être plus difficile que si nous, on essaie de trouver des formules pour échapper à la soumission. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas des associations de presse. Il y a le CEDEPS, justement. On a entendu le patron, Mamadou Ibra Kane, dire qu'ils ont émis des lettres d'audience pour être reçues par les autorités, lettres qui n'ont toujours pas trouvé de réponse. Est-ce que les autorités sont aussi sur une dynamique d'essayer de trouver ou de faciliter la tâche aux médias? Si la volonté, comme on le soupçonne, comme on en parle, comme on le dit, ce qui justifie peut-être que je sois là. Si la volonté des autorités, c'est de museler la presse, mais ce n'est pas surprenant qu'après avoir écrit tout ça, ils ne leur répondent pas. Mais je crois que l'État devrait aussi réfléchir, ses tenants, à faire des choses quand même lisibles. Parce qu'on ne peut pas non plus aller recevoir des employés. C'est l'association des jeunes reporters, en laissant leurs employeurs de côté, qui apparemment d'ailleurs avaient été les premiers à demander une audience. Si le but c'est quoi? Je ne veux pas prêter quoi que ce soit à quelqu'un, mais le but c'est quoi? C'est de les diviser, de créer des isanies. Parce que, je veux dire, moi je suis patron de presse, Barthélémy, toi tu as mon employé, tu as beau faire copain-copain avec le ministre de l'Intérieur, tu amènes un papier, ça ne me plaît pas, je le mets au panier. Donc ça sert à rien. Ça sert qu'à te fragiliser toi, si tu veux faire ami-ami avec le président, contre ton patron. Ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aider ces jeunes reporters à avoir des journaux? Mais ça sera dès le départ controuvé. Ça Donc sera à la dès place le des départ. jeunes reporters, il fallait tout simplement recevoir les employeurs, c'est ça? Je crois qu'il fallait, ne serait-ce que pour la forme, ne serait-ce que pour donner une forme élégante à ça, et aussi pour le pragmatisme, recevoir le CEDEPS. Si on reçoit le CEDEPS, après, je crois qu'on peut recevoir après les syndicats, les associations. D'ailleurs, de mon point de vue, d'ailleurs, les associations devraient être en queue de la liste des gens à recevoir. Toutes les associations, sauf les syndicats, par exemple. Le patronat, le syndicat, c'est assez représentatif
de visite du spectre que peut représenter la presse. Hein? En tout cas, les organes de presse commencent à sentir cette pression fiscale pour des raisons économiques, bien sûr. Deux quotidiens, Stade et Sunu Lamb, vous l'avez évoqué tout à l'heure, disparu des kiosques. Qu'est-ce que cela vous fait? Ça me ramène à ce qu'on disait tout à l'heure sur le déficit structurel de la presse. Mamoudou Ibra Kane, j'avais passé presque 20 ans dans la presse. Quand on s'est rencontrés, il est venu travailler avec moi au matin. Et pendant qu'on discutait de gestion, de machin, c'est quelqu'un qui a été formé vraiment à l'économie de la presse. Il y a quelqu'un qui est structuré. Parmi ceux que je connais, avec qui j'ai travaillé, autour de ça, c'est Mamoudou. Et il m'a posé une question que personne ne m'a jamais posée. Et à partir de quoi j'ai fait des économies quotidiennes et mensuelles dans des opérations qui me coûtaient beaucoup d'argent parce que je faisais travailler des gens que je payais au jour le jour. C'était le comptage du journal et le comptage du journal à l'imprimerie et le comptage du journal quand on me renvoyait mes invendus. C'est-à-dire je pèse mon journal de 16 pages, je sais qu'il pèse tant de grammes, je prends tous mes invendus, je les pèse, je divise par le poids et je sais combien d'exemplaires sont là. Alors que je payais une vingtaine de personnes qui venaient s'asseoir tous les jours. C'est pour donner cette anecdote, je la donne pour montrer que Mamoudou Kane est quelqu'un, et je l'ai vu gérer aussi, la preuve, comment il s'est développé très vite. Je l'ai vu gérer ses organes de presse, je l'ai vu gérer son imprimerie. C'est quelqu'un de très calé dans ça. Si lui a des difficultés, j'imagine que les autres en ont, et s'ils n'en ont pas, ils en auront un jour, quelle que soit leur assise économique. D'où l'urgence de régler cette question avec l'État. Je ne sais pas si ce sera par la négociation. Quelqu'un comme moi qui croit que l'État n'a pas intérêt à ce que nous soyons forts en tant que quatrième pouvoir, pour parler comme vous, ne seront jamais à notre avantage. Parce que ce que l'État te donnera, il te demandera quelque chose en échange. En échange. Merci beaucoup. Merci Mamadou Pape Samba Kane plutôt. Merci beaucoup Pape Samba Kane, journaliste, auteur. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était la seconde partie de Soir d'Info. Bonne suite de programme sur la télé.